Parfait. Alors, merci infiniment. Je vais essayer de ne pas prendre beaucoup de votre temps. Je sais que tout le monde est en hypoglycémie et probablement irritable. Donc, je vais prendre juste le temps. Un grand merci à l'Université Mohamed VI des sciences de la santé. Un grand merci à Madame la doyenne, mon ami Wafa Hassani, à notre président Shakib Njari, à mon compagnon de longue date, épidémiologiste. Un grand merci à professeur Tahir que je connais pour sa compétence en tant que pédiatre, mais également nutritionniste. Professeur Diarra, j'ai eu le plaisir donc de le connaître. Merci infiniment. Et mon ami l'Aïechi pour tout ce qu'il a fait pour la nutrition et la diététique au Maroc. Donc merci surtout de réunir tout ce monde d'horizons divers pour un objectif commun qui est celui donc d'échanger des expériences. Alors, je vais vous parler quelques instants de l'obésité du microbiote intestinal et je crois que ce qui est important de retenir, c'est que nous avons constaté d'abord et avant tout que beaucoup de nos régimes ne fonctionnaient pas pour diverses raisons. On le sait, hein, certains régimes ne fonctionnent pas à cause de la psychologie, à cause du manque d'activité physique, à cause d'un certain nombre de facteurs. Et depuis ces derniers temps, on a parlé donc du microbiote. Donc, le microbiote, je ne reviendrai pas, professeur Diawara, on a beaucoup parlé, et professeur Tahir également, avec des entérobactéries particulières qu'il faut retenir, qui ont un rôle important, et on va le voir dans quelques instants, que leur rôle n'est pas un rôle microbien en tant que tel, mais un rôle métabolique, parce qu'on va le voir que le tissu adipeux est un tissu qui est métaboliquement actif, hein, ce n'est pas un tissu de stockage, on va le voir dans quelques instants, et on va voir dans quelle mesure est-ce que ce tissu, au niveau duquel il y a un certain nombre d'éléments qui interviennent, des phénomènes pro-inflammatoires, des cytokines également, comment ils sont en contact, comment ils communiquent avec un certain nombre de bactéries. Peut-être insister, je ne reviendrai pas absolument sur ce qu'a dit professeur Diawara et professeur Tahir, mais peut-être sur la zone du côlon, dans lesquelles on retrouve un certain nombre de bactéries particulières. Et vous savez que dans cette zone, c'est là où il n'y a pas d'oxygène et moins d'acidité. Et c'est au niveau de cette zone que beaucoup de choses vont se jouer et vont déterminer notre capacité métabolique. Et le professeur Tahir en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, on va parler d'obésité et de microbiote, mais vous allez voir que le microbiote est lié à beaucoup de pathologies chroniques, hein, le cancer en particulier, l'hypertension artérielle, les problèmes de dysthyroïdie également. On a de plus en plus de preuves scientifiques et récemment, Prevotella avec le Covid-19, quoi qu'il n'y a pas encore de preuves scientifiques, mais vous voyez que le microbiote, notre second intestin, joue un rôle extrêmement intéressant. Évidemment, on ne peut pas dissocier le microbiote de notre environnement global, hein. On sait qu'il joue un rôle important, bien sûr, mais il faut voir comment vous le nourrissez, si je peux ainsi m'exprimer. Comment vous mangez, dans quel environnement vous êtes, est-ce qu'il y a du stress autour, est-ce qu'il y a de l'anxiété, on va le voir dans quelques instants. Et donc, il y a un certain nombre de phénomènes qui jouent un rôle important. Et vous allez voir que la connexion n'est pas uniquement une connexion cerveau et intestin, il y a une connexion environnement global, cerveau et intestin. Peut-être également revenir sur la cellule adipeuse. Je pense que c'est très important. La cellule adipeuse, on parle d'obésité et on pense que la cellule adipeuse, c'est elle qui joue un rôle extrêmement important. Et peut-être pour vous donner une image très simple, c'est-à-dire que l'adipocyte, ce sont des cellules très particulières, hein. Et je ne vais pas faire la comparaison, mais pour vous donner une idée, c'est comme si vous parliez d'un certain nombre de cellules qui peuvent se développer et grandir indéfiniment, hein. C'est comme si on parlait de certaines cellules cancéreuses. Eh bien, dans les adipocytes, il y a deux phénomènes qui vont se passer, vous allez le voir, c'est d'abord l'augmentation du volume et l'augmentation du nombre. Et ça, c'est très important, et même pour que nos étudiants le comprennent, dans ces phénomènes qui sont des phénomènes également métaboliques, ça ne sert à rien d'aller faire certaines liposuctions ou certains actes par rapport aux adipocytes si vous n'avez pas géré la cause. La même cause créera les mêmes conséquences. Donc, il faut bien comprendre que c'est un tissu métaboliquement actif. Et ça, c'est important. Vous allez voir les conséquences dans quelques instants. Alors, ce tissu adipeux, regardez, il y a trois rôles importants. Et vous allez voir que c'est pour ça qu'on le connecte
à l'obésité qui est une maladie. Vous savez que l'OMS définit l'obésité comme étant une pathologie, au même titre que le diabète, l'hypertension ou d'autres pathologies. Alors son rôle, c'est à 3 niveaux. Un, d'abord le stockage des graisses, c'est le premier élément, hein, les graisses que vous connaissez, hein, le cholestérol ou particulièrement donc les triglycérides. Deuxièmement, il va recevoir de l'information, ce tissu adipeux, et donc il communique, ce n'est pas du stockage simplement. Et le troisième élément, et qui va nous concerner particulièrement, il va produire des adipokines et qui va créer un certain nombre de phénomènes pro-inflammatoires et donc jouer un rôle, par exemple, dans le diabète, favoriser l'insulinorésistance et jouer un rôle dans d'autres pathologies, particulièrement, par exemple, le syndrome métabolique. Alors, ce tissu adipeux, il est caractérisé par une inflammation importante et donc il va faire appel également et appeler un certain nombre de cellules immunitaires et particulièrement les macrophages, production anormale d'adipokines et créer une sorte de phénomène inflammatoire chronique qui explique un certain nombre donc de phénomènes métaboliques et particulièrement donc l'obésité. L'obésité qui est une pathologie et qui est liée à un certain nombre donc de phénomènes, j'allais dire également nuisibles pour notre santé, qui est le diabète, c'est lié au diabète, c'est lié à l'hypertension. On sait également qu'aujourd'hui, c'est lié également au cancer. Alors, c'est un organe vivant et sécrétoire, et ceci, c'est important donc de le retenir pour comprendre dans quelle mesure est-ce que l'obésité devient une pathologie qu'il va falloir traiter et que si le microbiote, pas uniquement par régime ou activité physique, et que si le microbiote, il est avéré, et maintenant on a de plus en plus de preuves scientifiques, joue un rôle important, il va y avoir tout un changement dans notre décision thérapeutique. Regardez ce tissu adipeux et pour faire très très simple et très schématique, vous avez tous entendu parler du tissu adipeux blanc et du tissu adipeux brun et vous allez voir qu'ils sont nourris différemment par le microbiote. Vous allez voir que le microbiote a plus de relations avec notre tissu adipeux blanc, hein, qui est un tissu qu'on va retrouver essentiellement au niveau donc viscéral, abdominal, ce qu'on appelle la graisse viscérale, au niveau des gonades, au niveau du péricarde, également en intramusculaire, alors que le tissu adipeux brun, il est plus, si vous voulez, sus-scapulaire ou supraclaviculaire, qui sont deux types de tissus totalement différents et qui ne vont pas donner les mêmes conséquences sur le plan métabolique. Voici un exemple du tissu adipeux blanc et brun et regardez comment s'organise ce tissu adipeux entre le blanc et le brun avec une multiplication beaucoup plus donc, de ces adipocites dans un endroit et que dans l'autre, les adipocites vont prendre une dimension beaucoup plus importante, beaucoup plus volumineuse. Alors en fait, ce qui est important de retenir, pourquoi je voulais parler de ce tissu adipeux blanc et brun, et vous allez voir par rapport dans quelques instants dans les publications par rapport au microbiote, c'est que tout cela va jouer un rôle important dans notre réserve calorique et dans notre dépense énergétique. On s'est aperçu, les nutritionnistes se sont aperçus avec le temps, comment ça se fait que deux personnes ayant le même âge, le même sexe, comment ça se fait qu'ils dépensaient différemment en matière donc énergétique. Eh bien, on s'est aperçu que maintenant qu'il y avait deux raisons. La première raison, c'est la répartition du tissu blanc et du tissu brun chez ces individus. Et la deuxième raison, c'est que leur microbiote était totalement donc différent. Que certaines avaient un microbiote qui leur permettait de plus dépenser donc de l'énergie et d'autres avaient un microbiote qui, au contraire, favorisait la rétention donc énergétique et l'augmentation de la réserve calorique. Et tout à l'heure, professeur Taher en a parlé, cette dysbiose dans ce microbiote crée des phénomènes de déséquilibre énergétique et fait en sorte qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont stocker de l'énergie et plus grossir qu'un certain nombre donc, de personnes. Et c'est le même principe que pour le tissu adipeux brun où la thermogénèse va jouer un autre rôle important. Je pense que le professeur Taher connaît très très bien le phénomène, particulièrement chez le nouveau-né. Alors, je vous rappelle que partout dans le monde, les meilleurs nutritionnistes dans le monde
nous réussissons au maximum à 30 ou 35% lorsqu'on met en place un certain nombre de plans nutritionnels ou plans d'activité physique, parce que maintenant la situation est beaucoup plus complexe. On sait que la nutrition joue un rôle, donc les plans nutritionnels, l'activité physique va jouer un rôle, également l'environnement va jouer un rôle, mais maintenant on sait pertinemment également que notre deuxième cerveau, c'est-à-dire donc les intestins, vont également jouer un rôle important pour générer de plus en plus d'obésité. Et donc, c'est pour ça que nous avons maintenant, on est en train de réfléchir à de nouveaux paradigmes, une nouvelle réflexion par rapport à l'obésité, entre des connexions entre un monde microbien, le cerveau, nos intestins et également les cellules adipeuses. Alors, est-ce qu'on l'a prouvé sur le plan biochimique, sur le plan scientifique? Oui, c'est plusieurs équipes, d'ailleurs des équipes marocaines, hein, l'équipe de professeur Taher, l'équipe de Amina Barakat, il y a plusieurs donc, chercheurs marocains, Hassan Agraou, qui ont beaucoup travaillé, et il y a des équipes belges, particulièrement l'équipe du professeur Kani, qui a beaucoup travaillé à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il a montré? Il a montré qu'il y avait ce qu'on appelle des phénomènes d'ontoxémie métabolique avec des lipopolysaccharides. Je vais vous les montrer. Ces lipopolysaccharides, ils vont augmenter au niveau plasmatique et ils vont modifier la perméabilité donc, de la barrière intestinale, créant cette fameuse donc, dysbiose et permettant malheureusement dans certaines situations à des sujets, vous allez le voir, d'accumuler de plus en plus de cellules adipeuses. Donc vous voyez le flux massif, un afflux massif d'acides gras alimentaires, des lipopolysaccharides de façon importante. Ces lipopolysaccharides vont faciliter une perméabilité donc membranaire et vont attirer un certain nombre donc, de kilomicrons au niveau de la circulation sanguine et puis permettre donc l'accumulation d'un certain nombre d'adipocytes. Alors, bien sûr, il y a des bactéries qui vont jouer un rôle plus important que d'autres. L'Akkermansia, par exemple, le Prevotella, vont jouer un rôle important, particulièrement l'Akkermansia municiphala, qui va essayer de protéger donc cette barrière intestinale pendant qu'il y ait d'autres bactéries, par exemple le Bacteroides, par exemple les Lactylobacillus, qui vont jouer un autre rôle important. Et ce rôle est extrêmement lié à la façon dont nous mangeons. Plus nous allons manger de gras ou d'hydrates donc de carbone, plus nous allons favoriser cette perméabilité donc intestinale. Par contre, plus nous allons manger des fruits et des légumes, plus nous allons manger sainement, moins cette barrière va être altérée. Et ça a été regardé, prouvé d'abord en laboratoire, hein, dans le laboratoire où on a pris des souris qui sont axéniques, c'est-à-dire donc dénuées de tout microbiote, et on leur a simplement donc injecté donc des microbiotes d'autres donc souris, et on s'est aperçu hein, dans une situation comme dans l'autre qu'il y en a qui vont devenir obèses ou au contraire il y en a qui vont maigrir en fonction du microbiote qu'on va leur injecter ou du microbiote qui va être mis à leur disposition. Et tout à l'heure, le professeur Taher l'a dit, même sur le plan humain aujourd'hui, on fait de la fécalothérapie qui nous permet donc de voir l'impact sur notre tissu adipeux. Voilà une étude qui est extrêmement intéressante où on a montré chez des sujets obèses et qui sont diabétiques également, le fait de changer leur microbiote a changé totalement leur capacité donc d'emmagasiner l'énergie, de devenir obèse, alors que d'autres ont pu maigrir plus rapidement. Évidemment, je ne reviendrai pas sur les détails techniques. Professeur Taher on a parlé, ce n'est pas l'objet de ce séminaire, mais sachez qu'il y a que des acides biliaires qui jouent un rôle important. L'acide butyrique va également jouer un rôle important en connexion avec ces bactéries, avec les lipopolysaccharides, et qui expliquerait le phénomène. Là, je vous ai mis cette diapo uniquement à titre d'information, mais les phénomènes aujourd'hui, à l'échelle en microscopie électronique, sont clairement identifiés. Et également, les publications, celle-ci, je voulais insister, qui avait été publiée en 2017 parce qu'elle démontrait clairement le rôle de l'Akkermansia municiphala et également le Prevotella copri comme rôle important dans la stabilité de la barrière intestinale. Cette étude également en 2018 qui avait démontré, c'était une des premières études qui avait démontré la capacité d'emmagasiner l'énergie quand vous avez un certain microbiote et donc de devenir plus en surpoids ou obèse par rapport à d'autres personnes, toutes choses par ailleurs étant égales, quel que soit le plan nutritionnel ou le plan d'activité physique. Et on est parti même plus loin, on a démontré ceci même au niveau donc
cérébrale. Ça, je vous ai mis une petite revue de la littérature avec les références pour montrer que même au niveau du système nerveux central, eh bien, il y avait un impact de connexion entre donc, ces bactéries et le cerveau. Pour ne pas trop monopoliser la parole, donc j'ai presque terminé, ce qui est important, c'est de bien comprendre que ce qu'on pensait comme étant les phénomènes classiques, c'est parce que je mange sucré et gras et trop, donc je vais grossir, c'est parce que je ne fais pas d'activité physique, donc je vais grossir, c'est parce que je suis sous antidépresseur, c'est pour ça que je vais grossir. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, le fait de prendre du poids, c'est d'abord une débalance nutritionnelle, c'est également un certain nombre donc, de phénomènes physiologiques, c'est des désordres métaboliques, c'est une stratégie nutritionnelle, mais c'est également et avant tout également une dysbiose donc microbienne, c'est un débalancement donc de microbiote qui jouerait un rôle important. Et je pense qu'il faut rester plus large, et je reviendrai au mot dont a parlé professeur Diawara tout à l'heure. Parlons beaucoup plus non pas du microbiote, mais du microbiome, si je vais ainsi m'exprimer de façon plus large, parce qu'il y a le génome qui va jouer un rôle extrêmement important. Et donc, il faut bien retenir notre rapport nutritionnel, notre environnement, notre mode de vie avec l'activité physique et notre microbiote sont ensemble des phénomènes qui sont intégrés et expliquent pourquoi aujourd'hui le nutritionniste ou le médecin pédiatre ou le médecin endocrino, le médecin nutritionniste ou le cardiologue doivent tenir compte de tous ces éléments pour la prise en charge. Parce que cette prise en charge, elle est beaucoup plus compliquée et elle imposera peut-être dans le futur, on ne le sait pas, probablement d'agir avec des prébiotiques ou des probiotiques ou ensemble, ou des symbiotiques, comme a parlé professeur El-Tayeb. Ça nous exigera probablement également une fécalothérapie, d'y réfléchir. En tout cas, probablement, et je voudrais revenir à la base, c'est-à-dire, et nos amis pédiatres le savent, peut-être que déjà pendant que la femme est enceinte ou alors les fameux 1000 premiers jours, il y a probablement une réflexion à avoir en termes de dépistage dès la naissance de notre potentiel immunitaire, bien sûr, mais surtout de notre potentiel de microbiote et de voir est-ce que des individus qui ont un microbiote particulier auraient-ils plus de chances de devenir en surpoids ou obèses et donc à ce moment-là de commencer dès l'enfance et l'adolescence aussi bien sûr l'éducation nutritionnelle, mais probablement de réduire également la panoplie d'antibiothérapie. Les pédiatres sont d'accord avec moi à ce sujet. Et le troisième élément, probablement, de proposer de nouvelles stratégies thérapeutiques parce qu'aujourd'hui, le paradigme a totalement changé. L'obésité a si vous voulez, une étiologie plurifactorielle dans laquelle le microbiote joue de plus en plus un rôle crucial et fondamental. Merci beaucoup.